Allez. Bon, bonjour. Donc je vais vous présenter une carte qui est devenue... On est deux, Crie apéro dans le micro, ça va marcher. La première chose, c'est une carte qui permet virtuellement de lire et d'écrire à peu près tous les formats de disquettes existants. Et la seconde partie, ce sera comment faire une jaquette des disquettes 5 quart. Donc voilà, bon, la carte que je vais vous présenter s'appelle une Catwizel Mark IV. C'est donc la quatrième évolution et la quasiment ultime évolution de cette carte, qui a été faite par un Allemand qui est sur qui travaille dans une société qui s'appelle Individual Computer. Donc elle a été produite, je pense, fin des années 90 jusqu'au début des années 2000-2002. Voilà. Donc physiquement c'est une carte PCI qui a été donc faite à l'origine pour surtout permettre aux utilisateurs d'Amiga de pouvoir utiliser du hardware Amiga sur un PC. Donc il y a deux ports série qui permettent de connecter une souris Amiga, deux ports joystick, donc DB9 pour les joysticks digitaux format Atari. Et ainsi que pour les amoureux de la musique Commodore, il y a deux supports pour mettre des cibles, des 6581, ce qu'on appelle des sound interface, je me souviens plus ce que c'est exactement le nom. Donc c'est des circuits sonores pour Commodore 64, on peut en mettre deux. Et donc par la suite, le concepteur de cette carte a développé un certain nombre de drivers qui ont permis de lire donc, du Commodore 64, de l'Amiga, du TRS-80, donc de l'Apple II. Et tout développement est quasiment terminé sur cette carte. Donc le seul qui continue à développer, je ne me souviens plus de son nom, mais en fait il fait un driver sous Linux. Donc c'est celui que j'utilise. Parce que j'ai les sources, surtout. Oui. Les disquettes Mac qui sont faites, c'est pour ça aussi. Alors les disquettes Mac, normalement c'est supporté, à vitesse variable, et secteur donc variable, mais moi j'ai essayé, disons que les résultats sont assez aléatoires. Comme c'est une carte qui a été relativement peu diffusée, les retours d'expérience sont assez rares. Donc il faut vraiment se pencher dessus. On va le voir pour l'Apple II, ça n'a pas été tout à fait simple. J'ai beaucoup galéré pour arriver à écrire et lire une disquette Apple II, sachant que en fait, je cherchais à me doter de logiciels que je trouvais sur Internet, donc qui étaient en point DSK la plupart du temps. Et il y avait un souci en fait avec le logiciel de la Catwizel, c'est que les secteurs, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il lit une disquette en mettant les secteurs dans l'ordre. Donc, en fait, il commence par le track 0, secteur 0, secteur 1, etc. Il met tout à la suite. Sauf qu'en fait, les DSK, c'est pas du tout ça. Les DSK, ça reprend le schéma de lecture des Apple II. Comme c'est des ordinateurs qui étaient relativement lents, en fait, ils n'étaient pas capables d'écrire les secteurs 0, secteur 1 à la suite. Ils faisaient un interligne. Ce que j'ai découvert par la suite. Donc en fait, il lisait et écrivait le secteur 0, il laissait passer 7 secteurs, donc il écrivait le secteur 7, après il passait sur le secteur 15, et ainsi de suite. Les DSK suivent cette architecture. Parce que moi, j'arrive à lire avec la Catwizel. Donc, sachant que le code du driver que j'utilise est relativement illisible, voire même complètement illisible, j'ai préféré faire un petit programme externe, une moulinette, pour traduire en fait le format des secteurs pour le mettre dans l'ordre qui m'arrange. Voilà, donc je vais vous faire une toute petite démo parce que bon, de toute façon il n'y a pas... J'ai une question, les disquettes DSK, est-ce que ce sont des disquettes vierges? Pourquoi? Ça fait chier. Non, c'est une pourri. Avec un certain DSK. Ah, d'accord. Tu veux le pole dancing? C'est pas l'ordinateur qui est lent, c'est le PC qui est rapide. Donc en fait là, donc je travaille sous Linux pour une simplicité accrue par rapport à Windows, sachant qu'en plus
le programme Windows marche de manière assez aléatoire, donc du coup je préfère être sur un système qui est quand même beaucoup plus fiable. Donc, alors pour la démo que je vais vous faire, en fait j'ai récupéré une disquette, c'est une disquette Prodos qu'on m'a gentiment prêté. Donc en fait j'ai un outil qui permet donc CW Tool qui utilise directement en fait le périphérique device déclaré qui est CW0 qui est en fait j'ai essayé. Tu peux baisser la résolution de l'écran Je vais essayer affichage. Alors si je me souviens bien. Non, c'est pas Windows, effectivement je confirme. C'est un petit peu plus police. Mais c'est relativement simple quand même. Bon, le seul souci c'est que là, je ne vais pas avoir toute la ligne, on va voir si on peut avoir toute la ligne aussi. Donc voilà. Donc ici en fait j'utilise un outil qui permet de converser directement avec le driver noyau qui s'appelle CW Tool. En fait je lui fournis en paramètre ce que je cherche à faire, lire ou écrire, donc c'est le fameux -R. Donc je fournis le format que je souhaite utiliser. Alors celui qui fournit en fait le driver a développé un driver qu'il appelle Mac parce que c'est lié au GCR utilisé par Apple, donc il a fait qu'un seul driver pour le Mac et pour l'Apple II. Donc en spécifiant le format du drive qui est 5.1K. Donc là en fait ce que je lui demande de me faire, c'est de me faire un dump en fait de fichiers qui s'appelle TMP unknown CW pour Catweasel. Donc là à partir de là il lit tous les secteurs, donc je vois effectivement qu'il les récupère en quelque sorte à la volée. Donc c'est pour ça que ça commence parfois par 0 mais parfois par d'autres numéros. En fait lui il n'utilise pas du tout les index optiques sur les disques comme un Apple. Donc en fait il cherche directement les débuts de secteur de manière logicielle pour savoir quel est le secteur qui est récupéré. Il n'y a pas l'utilisation du trou de... Sur l'Apple II, non. Sur l'Apple II, mais là non plus. En fait, là, le drive est mis dans un état en fait, où l'index ne sert à rien. Donc ensuite, donc là, pour convertir en quelque sorte l'image où les secteurs sont tous les uns derrière les autres, secteur 0, 1, etc. Moi je convertis cette image-là en DSK qui fait secteur 0, secteur 7, etc. sur chacun des tracks. Donc j'ai fait un petit soft qui permet de le faire directement. Donc voilà, en fait, je me suis même mis du verbose pour savoir effectivement ce que je faisais. Donc et ensuite pour tester, j'utilise donc l'émulateur NES avec une ROM Apple II et donc je lui passe en paramètre la disquette que je viens de convertir. Donc là on voit qu'il boot sans problème la disquette qu'on vient de lire. Voilà, donc là bon, c'est pas très visuel en quelque sorte, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse avancée parce que d'une certaine manière, les seules possibilités de transférer des disquettes Apple sur PC, c'est d'utiliser ADT Pro. Donc effectivement, ça c'est limite, comme tout. Bon, là, effectivement, ce matériel-là n'existe plus. Donc ça, de ce coup, ça limite un petit peu son intérêt, sachant que de toute façon, je ne doute pas que Cryoflux, l'interface USB va à un moment ou un autre arriver au moins à lire, ça le fait déjà, mais écrire, je pense qu'ils vont pas tarder à y arriver, quoi. Parce que après c'est toujours un problème d'intérêt d'un certain nombre de publics. Pourquoi Cryoflux lit tout? C'est parce qu'en fait beaucoup s'en servent pour archiver. Mais c'est vrai que faire l'inverse, réécrire des disquettes sur des supports d'origine, en fait ça intéresse moyennement les gens, soyons clairs. Le matériel vieillissant, les supports devenant de plus en plus difficiles à trouver,
Donc effectivement, c'est une utilisation un peu marginale de ce type de matériel. Il faut savoir que ce matériel-là, la Catuzel a été longtemps utilisé par même des gouvernements pour archiver leurs disquettes. Comme maintenant, en fait, on n'arrive plus à les trouver, ces cartes PCI. Donc tout est passé sur Cryoflux. D'ailleurs, c'est pour ça que la préservation, je ne sais plus comment elle s'appelle, la société de préservation des logiciels, préconise justement d'utiliser Cryoflux. Non, c'est pas Internet Archive, c'est SF Software Foundation. Ouais. Donc, bon, c'est toujours une histoire de disponibilité du matériel. SPS, ouais, c'est ça. Et la SPS, c'est ce qu'ils font au Cryoflux. Oui, mais en fait, ils ont créé la Cryoflux parce que la Catuzel n'existait plus. Donc, c'est pour ça qu'effectivement... Et la Cryoflux, on peut l'acheter facilement ça, c'est la Cryoflux est disponible, ça vaut 120 € à peu près. D'accord. Et ça se présente sous le forme... C'est d'une petite carte qu'on connecte sur l'USB. Sachant que maintenant, effectivement, les bus PCI commencent à disparaître aussi des machines. Donc, ils ont fait le choix de passer sur de l'USB. Il existe un autre projet, alors j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui est concurrent en fait de la Cryoflux, mais en fait c'est pareil, c'est comme si une petite communauté de personnes qui œuvrent sur ces cartes-là. En fait, on est obligé globalement de se faire les trucs nous-mêmes. Si on veut vraiment un support un peu particulier, donc, et ça demande beaucoup d'expérimentation. Il y a beaucoup de problématiques de compatibilité aussi avec les lecteurs. Il y a des marques de lecteurs qui sont quand même beaucoup plus performantes que d'autres. Tout ce qui est Mitsumi et tout ça, vaut mieux éviter. Panasonic, globalement, c'est du Panasonic qu'il faut, à peu près. Panasonic ou Sony est pas mal aussi pour ce qui est émulation. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est. Je n'ai pas récupéré des disquettes Urge. Je vais donc faire à l'inverse, mais par contre, on n'a pas d'Apple II pour prouver que ça fonctionne. Mais je vais montrer. Qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce qu'il te faut Ah non, Commodore, ça j'ai fait, mais j'ai eu autant de difficultés que pour l'Apple. Non, c'est juste, je vais faire une disquette vierge, enfin une disquette avec le Prodos là, et on va le faire tourner sur l'Apple II. Juste pour prouver que ça fonctionne. C'est pas du choix. J'ai une question de... Le Catuzel, est-ce que ça marche avec des disquettes protégées? Est-ce que ça marche avec autre chose que des pistes, c'est-à-dire des demi-pistes ou des quarts de piste? Alors on vient de faire l'expérience avec Marble Madness. Effectivement, il n'y arrive pas. Il détecte des erreurs. Alors, si c'est des erreurs intersecteurs, ça va. Puisqu'il dit en fait un flux continu, donc il s'en fout un petit peu. Par contre, tout ce qui est piste, en fait, non. Là, il est câblé pour faire autant de pistes. Donc, effectivement, pour les disquettes protégées, ça reste toujours un grand problème. Voilà. Je suis désolé. Donc là, la manip est quasiment la même en fait que celle qu'on vient de faire pour lire une disquette. En fait, il faut récupérer. Donc, alors là, on va dire qu'on part d'une DSK que j'ai trouvée sur internet, par exemple. Donc, je suis obligé de faire la même conversion en fait que précédemment. Alors, je vais avoir la ligne de commande parce que j'avais préparé un petit peu pour éviter de devoir tout taper. Voilà, donc là, je fais la transformation inverse de. Non, c'est là. Tout DSK, voilà. Donc, je prends. Non, pas ça, je vais y aller. Voilà. Voilà. Il va falloir que je tape un petit peu. Je te tiens le micro. Le curseur est bleu.
Ah, ça c'est Linux, Cordom, c'est Linux. J'ai donné, c'est parti. Allez, le corps. Allez, on peut montrer le source maintenant. Je vais partir sur du plus simple, je vais prendre une image que j'avais déjà et on va voir le source. Donc là ici c'est l'outil de diagnostic d'Apple II qui sert souvent d'ailleurs pour voir ce qui se passe sur un Apple II. Donc je vais écrire sur la disquette. Donc on voit après il fait voilà. Donc effectivement le lecteur 1 méga 2 fonctionne très très bien, que ce soit sur ce matériel là, sur une Cryoflux ou sur une c'est la carte PCI qui va ralentir, qui va gérer sa vitesse de rotation. Tout à fait. En fait, la carte PCI, en fait, elle a sa propre horloge. Donc, en fait, on est capable de fonctionner à 7, 14 ou 28 MHz. En fait, 28 MHz n'est utilisé que pour les HD. Le 14 MHz, je crois que c'est utilisé pour les 360. Les 360K, il y a eu des formats encore moins dotés de données sur les 5K et le 7 MHz sert à ça. Et après, il n'utilise l'horloge que pour écrire. En fait, pour lire, en fait, lui, il cherche les fameux changements d'état. Ouais, il récupère tout. Donc, il récupère tout, il trie. Il pourrait lire via l'USB ou même pas en fait? Ou il a quand même besoin de la carte PCI pour contrôler? Ah non, là, c'est la carte PCI qui contrôle effectivement. Et c'est d'ailleurs à ça que sert la Cryoflux. C'est une interface en quelque sorte USB, lecteur de disquette, une interface programmable. D'accord. Donc là, on n'est plus tributaire en fait d'un format d'encodage. Un circuit de contrôleur pour PC ne fait que du MFM. Ouais. Point. Donc le GCR c'est mort. Donc et c'est justement l'intérêt d'avoir ces cartes là, c'est qu'en fait on est capable de bouffer à peu près n'importe quel format d'encodage de disquette et de les exploiter. Lui, des 0 et des 1 et après derrière. Exactement, voilà, c'est ça. Codage. Exactement. Est-ce que tu peux brancher des lecteurs 3 pouces dessus? En théorie, oui, je ne l'ai jamais fait. L'intérêt est faible, parce que effectivement, autant les disquettes 5 1/4 et les disquettes 3,5 c'est encore courant, les 3 pouces ça devient très rare. Donc à part pour lire, il faut faire de l'archivage. Voilà, mais c'est vrai que c'est... Les lecteurs 8 pouces, alors lecteur 8 pouces c'est encore plus rare que les 3 pouces. Donc, et en plus... On en a plein, mais il n'y en a aucun qui marche. Lecteur 8 pouces, on en a, mais... Donc en théorie ça doit fonctionner, j'imagine, mais en pratique, ouais, l'intérêt est vraiment très très faible. Donc voilà. Donc là j'ai une disquette qui doit être compatible avec un Apple. Donc quelqu'un va essayer. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. T'as mis le billet de 100 balles dans la pochette parce que j'avais un bidon. Bien joué. Il y aurait un problème au niveau de la copie, je pense. Non, pas complètement. Tu as la copie disque Ludo? Et il est reparti avec. Je vais te l'apporter, on va vérifier quelque chose. L'Apple tourne, comment on voit ça? Non, je sais pas le faire fonctionner. On va vérifier avec Locksmith Fast Disk Backup la qualité de la disquette générée. Hein? C'est peut-être l'Apple II qui déconne. Mon Apple II déconne. Assez négligeable en fait. C'est quand même pas parfait. Les petits 2, c'est-à-dire qu'il a fallu 2 lectures pour lire le secteur. D'accord. Le petit D, c'est-à-dire qu'il a une erreur sur le champ de données. Normalement, il n'y a que des points sur les 35 pistes x 16 secteurs. Et le A en inverse, c'est-à-dire qu'il y a une erreur sur le champ d'adresse.
qui enregistre l'information comme quoi il est sur la piste 1A et sur le secteur peut-être 9 fois. Donc c'est pas parfait. Donc la question à se poser après, c'est est-ce que c'est la disquette ou est-ce que c'est le système d'écriture? Merci. C'est le Il faut quand même lever le doute. faudrait Parce que c'est le testeur. Le testeur s'appelle Locksmith, donc il est quand même connu, donc pas de doute. Donc c'est vrai que j'aurais pu amener mon 2C pour faire la manip, mais j'avoue je ne sais pas. Mais bon, moi j'ai testé quand même sur 2 machines que je possède. Moi j'ai pas vu de problème particulier. Bon, après, voilà. Le problème c'est de sortir la responsabilité. Voilà. Bon, après je vais vous montrer donc la seconde partie de la présentation. C'est il y a quelques temps j'ai récupéré un pack de disquettes à l'association et donc en fouillant dans ces disquettes là, je me suis aperçu que toutes les disquettes qui étaient sans jaquette, en fait, elles étaient toutes moisies. Vous avez la partie qui était donc dans la fenêtre là, qui était à l'air libre, en fait il y a de la moisissure. Donc là, direct poubelle. Ce qui est relativement dommage, sachant que toutes les disquettes qui avaient une jaquette, en fait, pas de souci. Donc j'ai essayé de voir si quelqu'un vendait des jaquettes. J'ai vu le prix, je me suis dit c'est un peu abusé. Donc j'ai regardé comment en faire. Et en fait c'est très très simple. Donc j'ai amené quelques feuilles. En fait avec une feuille à 4 on fait une jaquette. Mais elles tiennent bien la disquette ou elles sont flottantes? Après ça dépend de la manière dont on les colle. C'est toujours le problème en fait, c'est que ça dépend de la personne qui fait la manipulation. Donc voilà, en fait c'est très très simple, là c'est juste un canevas de découpe avec, donc on met l'image qu'on veut à la bonne dimension, donc là on peut faire donc des versions vierges, donc ça par défaut la vierge, après on met le logo qu'on désire, donc j'en ai fait avec le logo du festival et j'en ai fait d'autres avec le logo Apple. On met un DSK dans la vierge? On peut prendre un logo. Donc voilà ce qu'on peut obtenir aussi. Donc voilà, alors ça permet effectivement aussi de se faire des jaquettes personnalisées. Avec ta photo. Mais le modèle c'est quoi? C'est un fichier Donc c'est un fichier Linux utilisable? Non, pas du tout. Oh, Linux tout de suite. Alors pour rester quand même dans la même veine et pour penser aux gens qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour Word, c'est de l'Open Office. Voilà. Bravo. Ah, c'est bien. Donc de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais les fournir à Stéphane et il va la mettre sur son site ou elle la mettra sur le site de Silicio, je sais pas, enfin, on mettra. Sachant que c'est vrai que c'est difficile à trouver. Le Canva pour ce type de médias, c'est super dur à trouver. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, tu fais un atelier avec tes enfants, tu fais des cours. Voilà, donc j'avais prévu à vrai dire, mais là je manque de comment ça s'appelle, de courage, mais effectivement si on peut faire au moins un, en fait il y a juste une astuce, c'est que ici en fait il y a des oreilles à ce niveau-là, et en fait il faut les mettre de l'autre côté, comme les disquettes, comme les jaquettes officielles en fait, hein. Il faut surtout pas vouloir les mettre à l'intérieur, il faut les mettre derrière. Parce que sinon c'est vraiment assez chiant à faire. Mais sinon après, voilà, ça n'a rien de très compliqué, quoi. Là c'est sur du papier standard, ça suffit largement le papier standard en fait. La plupart des jaquettes existantes sont en papier relativement fin. Quelques éditeurs utilisaient des papiers cartonnés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement d'avantage d'avoir du papier cartonné. Ça prend plus de place, mais bon, après... Et que la surface soit glacée pour qu'il ne libère pas de particules dans la... En fait, dans la réalité, moi j'ai regardé, il y en a assez peu en fait, qui ont réellement, qui sont glacés à l'intérieur. Après, il n'est plus déchiré par... Ouais, du papier intissé. Mais c'est pareil, c'est... de toutes les disquettes que j'ai eu entre les mains, en fait, qui étaient anciennes, franchement, j'ai pas vu de différence entre les médias, les médiums en fait de carton. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de jaquette, la disquette, elle va moisir. Ça, c'est sûr.
Une autre, juste très bonne initiative, moi j'utilise ça, c'est juste des enveloppes en anti-vec. Donc ça ne déchire pas, ça ne se passe pas, ça ne laisse pas de pluche. Le problème c'est le coût. Et quand on va dans certains magasins de bureautique, ils font des soldes. Donc on a les 100 exemplaires comme ça pour 3 €. Donc ça vaut le coup. Il suffit de sectionner l'enveloppe A4 en deux et on a une pochette rapidement. Et si on veut la décorer, ça reste. Si on peut imprimer, mais bon, ça c'est rapidement mis en œuvre, mais c'est un coût si on ne trouve pas les soldes correspondants. Les deux sont compatibles. Il faut toujours choisir sa méthode. Là, je fais passer pour ceux qui veulent voir. Donc voilà, mais, de toute façon on mettra en ligne les fichiers comme ça. Moi je peux te montrer que ça se déchire. Voilà, Donc voilà, pour la petite présentation. Et aussi, vous voulez prendre des feuilles, c'est tout pour vous. Hein, donc, préparer pour faire une... J'ai les ciseaux et la colle. Ah ouais, ouais. Génial. Allez-y, donc il y a des vierges. Les canevas, tu sais, de... Non, mais pas mal. C'est des canevas pour faire des pochettes de disques, tu sais.